Tu débutes la course à pied, prends une chaussure avec beaucoup de drops. Si tu es expérimenté, tu peux te permettre d'avoir moins de drops. Et si tu es coureur élite, eh ben vise aucun drop. Mais les gars, sur quoi vous vous basez pour dire ça? En fait, cette idée-là, je l'entends partout. Et quand on s'intéresse un peu à la biomécanique et à la littérature scientifique, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Aujourd'hui, je te propose qu'on parle de drop, de son histoire, de ce qu'il change réellement et de son intérêt dans le cadre de certaines pathologies, notamment le tendon d'Achille. Et surtout, on va essayer de comprendre pourquoi le niveau du coureur ne permet absolument pas, à lui seul, de déterminer quel drop il a besoin. Pour comprendre le drop, il faut faire un petit retour en arrière. Parce que oui, au départ, les chaussures de running n'étaient pas forcément les grosses chaussures amorties qu'on connaît aujourd'hui. Les chaussures minimalistes existaient déjà depuis longtemps. Et puis, avec le développement du running dans les années 70, les technologies évoluent. En même temps, l'industrie et les technologies évoluent également. On met davantage de mousse, on met davantage d'amorti, les semelles deviennent de plus en plus épaisses, et surtout, on part d'une idée qui va énormément influencer le développement des chaussures. Cette idée, c'est que la majorité des coureurs attaquent le sol lors de leur foulée avec une attaque talon. Donc le postulat de base, il pouvait être intéressant sur le papier, c'est que si tu attaques du talon, il te faut un maximum de protection sous le talon. Et en fait, progressivement, on s'est retrouvé avec un talon beaucoup plus haut que l'avant-pied. Et c'est là que le drop prend une place énorme dans la chaussure moderne. Mais derrière cette évolution, il y a en fait un raisonnement biomécanique qui va s'installer au fil du temps dans la tête des coureurs. Et d'autres personnes aussi. Les vendeurs, entre autres. Le coureur qui attaque du talon a besoin du plus de drop possible. Et à l'inverse, le coureur qui attaque de l'avant-pied aurait moins besoin de drop. Donc là, on commence à faire un raccourci qui va devenir extrêmement populaire et générer un mythe. Coureur expérimenté, attaque médio-pied avant-pied, pas besoin de drop. Coureur débutant, attaque talon, protection au niveau du talon. Sauf que en vrai, ce raisonnement il est beaucoup trop simpliste. Et en quelque sorte, en fait, on va confondre plusieurs choses. On sait, c'est juste, la chaussure peut modifier les contraintes biomécaniques. Oui, on le verra après, le drop peut modifier les contraintes sur le tendon d'Achille. Bien sûr, un coureur qui attaque du talon n'a pas forcément la même biomécanique qu'un coureur qui attaque de l'avant-pied. Ça, on le sait, on a plein d'exemples. Mais ça ne veut absolument pas dire attaque talon égale besoin d'un gros drop. Et puis, au-delà de tout, ça ne veut pas dire que tous les débutants attaquent du talon et que tous les expérimentés élites attaquent de l'avant-pied. Ça, c'est un truc à pas oublier aussi. Quand on dit débutant égale gros drop, débutant, tu peux très bien courir de l'avant-pied. Donc dans la logique du fonctionnement de la chose, ça ne l'est pas du tout. Tu peux être un coureur expérimenté et avoir une grosse attaque talon, tout comme un coureur débutant et attaquer parfaitement de l'avant-pied. Et puis au-delà de ça, entre toi et moi, on s'en fout complètement de l'attaque et de la foulée, de l'attaque du pied au sol. Pour autant qu'il ait un bon comportement de modération d'impact, ça j'en parle dans une autre vidéo. Donc en fait, l'idée de cette vidéo derrière, c'est que j'ai regardé un reportage sur À bon entendeur de la RTS. Je ne les blâme pas, le reportage était très bien. Il y a juste ce bémol, c'est qu'on a trop souvent tendance à dire, et c'est pas les seuls, dans plein d'émissions, dans plein de journaux, dans plein de domaines, on voit ça. Débutant, il te faut un maximum d'amorti, il te faut un maximum de drop. Si tu es expérimenté, là, tu n'en as pas besoin. Ça ne veut rien dire. Et puis le minimaliste dans tout ça, c'est justement intéressant, parce que le minimaliste, il n'est pas apparu dans les années 2010. Les chaussures relativement minimalistes existaient déjà bien avant l'apparition des chaussures plus modernes, technologiques, très amorties. Puis, le développement des tendances, le développement marketing a poussé les chaussures vers davantage de technologie et d'innovation pour vendre les produits. Après, il ne faut pas oublier un truc, le mouvement minimaliste, il est revenu avec l'apparition du livre Born to Run en 2014, entre autres. Moins de drop n'égale pas forcément chaussures très minimalistes. Mais c'est vrai que le drop, c'est une des caractéristiques qui entre dans l'indice minimaliste. Il y a 5 critères. Ça aussi, je fais une vidéo sur le sujet, une vidéo dédiée. Mais c'est clair qu'une chaussure qui a très peu de drop, 0 drop, 2 mm de drop, 3 mm de drop, sa cote va avoir tendance à aller plus vers le minimaliste. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est très minimaliste s'il y a peu de drop.
Avec cette tendance tout à coup du minimaliste, on a un peu un nouveau discours qui est apparu, comme dans tout phénomène sociétal, je ne sais pas comment on dit. Ce discours tout à coup, c'était un drop élevé, c'est mauvais. Ou en quelque sorte, un drop faible, c'est plus naturel donc c'est mieux. Avec ça, on passe simplement d'une extrême à l'autre. Alors qu'en réalité, le drop, il n'est ni mauvais ni bon. C'est simplement une caractéristique de chaussure qui peut modifier certaines contraintes. Point. Et l'intérêt, il dépend énormément de la personne qui va la porter, dans son contexte, dans sa pratique. C'est multifactoriel. Mais au fait, tu sais ce que c'est le drop? Petit rappel quand même. Le drop, c'est simplement la différence de hauteur entre l'avant de la chaussure et l'arrière de la chaussure. L'arrière de la chaussure pouvant être un petit peu plus élevé. Donc 10 mm de drop, en gros ton talon est 10 mm plus haut que ton avant-pied. Et 0 mm, c'est que ton talon, il repose parfaitement à la même hauteur que ton avant-pied. Attention quand même, drop et hauteur de la semelle, c'est pas la même chose. Tu peux avoir une chaussure avec beaucoup de mousse et 0 mm de drop. C'est juste que ton pied est à plat là-bas dedans. Et à l'inverse, forcément, une chaussure peut être très basse, très peu amortie, mais 10 mm de drop. Ça, c'est possible aussi. Ça, il ne faut pas mélanger l'amorti et le drop. Mais alors, pourquoi le drop nous intéresse vraiment? Je l'ai dit avant, le drop peut modifier certaines contraintes biomécaniques. Notamment, et faisons le focus là-dessus, sur le complexe tendon d'Achille-mollet. Et en fait, ça devient super intéressant en clinique. Prenons quelqu'un qui souffre d'une tendinopathie d'Achille. Le tendon est super douloureux. Son tendon tolère mal les contraintes, la course à pied, l'activité quotidienne, parce que ça tire vraiment trop fort. Dans ce contexte, mettre une chaussure qui a pas mal de drop peut être une stratégie super intéressante pour décharger le tendon d'Achille. Pourquoi? Parce que, en augmentant le drop, on modifie les contraintes de la cheville et l'exposition du stress tissulaire du tendon d'Achille et du mollet. En gros, on vient décharger un petit peu l'arrière du mollet. L'idée de base, je vous vois arriver, c'est pas 12-13 mm de drop égale traitement de la tendinopathie d'Achille. Non, il y a plein d'autres choses à faire. L'idée, c'est plutôt, je peux utiliser la chaussure pour moduler les contraintes que je mets sur certains tissus du corps. Et ça, c'est super différent. Si tu aimes bien les conseils running santé faciles, vite écoutables, je te propose de liker cette vidéo, de suivre ma page et également de suivre toutes mes activités sur les différents réseaux sociaux. Je tiens à préciser, je fais absolument rien payer pour tout ça. Je fais ces vidéos parce que c'est une passion. Je passe du temps à lire pas mal de choses, que ce soit des études, des articles, des podcasts, des discussions, et j'essaye de synthétiser un peu les données, les connaissances que j'ai, et c'est aussi les connaissances que je fournis en cabinet. Donc si vous voulez soutenir ce travail, un like, un follow, et c'est parfait. Et sache un truc, je suis aussi fréquemment présent sur la chaîne Twitch pour des lives où on peut interagir, toi et moi, en discutant via le chat. Donc tout ce soutien, ça m'aide énormément et ça me motive à continuer. En fait, si je reprends le contexte de la tendinopathie d'Achille, si mon patient est capable de courir quelques kilomètres au sein d'une quantification du stress mécanique alors qu'il serait incapable de le faire à 4 mm, eh ben c'est tout ça de gagné. Ces technologies de chaussures, c'est un outil supplémentaire pour moduler la charge, mais c'est qu'un outil. Il y a d'autres choses à faire et ce n'est pas le but de cette vidéo aujourd'hui. Mais là-dedans, il y a un piège. Si j'utilise un drop très élevé pour diminuer la charge de mon tendon d'Achille et que je m'en arrête à là, j'ai un gros problème. En fait, on est simplement en train de décharger le tendon. Et ce tendon-là, il ne devient pas forcément plus robuste si on lui évite les contraintes. Il devient robuste avec une progression graduelle de la charge. Donc oui, si c'est souffrant, décharger temporairement, c'est intéressant. Après, remettre des contraintes, c'est ça qui est fondamental. Remettre des contraintes, ça passe par la quantification du stress mécanique, ça passe par des exercices de renforcement plus, et ça passe peut-être par la diminution de ce drop progressive au sein de tout ce contexte-là. Parce qu'en fait, avec un drop élevé, si ton tendon il crie moins et que tu es super content de pouvoir courir, tant mieux. Mais le jour où tu passes sur moins de drop, ça risque d'être plus compliqué. Et puis aussi, simplement, si le jour où tu veux faire un petit peu plus de volume, un peu plus de vitesse, un peu plus de dénivelé, c'est pas en déchargeant trop ton tendon qui va être plus tolérant à toutes ces contraintes. Donc en résumé, le drop peut être un outil pour moduler la contrainte, mais il ne remplace absolument pas l'adaptation des tissus. Ça, c'est aussi une autre distinction essentielle. Et c'est là que le mythe débutant gros drop devient problématique. C'est donc là que j'ai envie de pousser un petit coup de gueule. Comme j'ai dit avant, ce raccourci, on le trouve dans plein de médias. Vous débutez, prenez le maximum de drop.
Vous êtes expérimenté, vous avez moins besoin de drop. Vous êtes coureur élite, vous avez quasiment pas besoin de drop. Mais les gars, vous vous basez sur quoi? Vraiment? C'est quoi la logique là derrière? Pourquoi le niveau du coureur déterminerait obligatoirement le drop? Parce que si on va jusqu'au bout du raisonnement, un coureur qui court depuis 20 ans et qui a une grosse attaque talon, il devrait avoir une pétée de drop. Et là, c'est pas du tout logique dans toute l'explication. Ça n'a aucun sens. Donc, le but de cette vidéo, c'est de savoir que le drop se choisit selon le contexte. Qu'est-ce que la personne utilise actuellement? Quel drop? Combien? Depuis combien de temps? Est-ce qu'elle le tolère? Est-ce qu'elle a des antécédents? Est-ce qu'elle souffre du tendon d'Achille? Est-ce qu'elle souffre souvent des mollets? Est-ce qu'elle a des problèmes de pied? C'est quoi son volume? Sur quel terrain? Quelle intensité? Quelle est sa charge finalement? Et surtout, qu'est-ce qu'on va lui demander de faire avec cette nouvelle chaussure dès qu'il veut en acheter une? J'ai une étude intéressante à partager. C'est une étude de Malissou et ses collègues. C'est en fait un essai contrôlé randomisé avec 533 coureurs. Ils ont comparé les chaussures avec différents drops. 0 mm, 6 mm et 10 mm. Et globalement, qu'est-ce qu'ils ont constaté? Il n'existe pas de différence simple dans le risque de blessure entre les trois groupes. Donc là, ça ne colle pas vraiment avec le truc faible ou beaucoup de drops égale moins de blessures égale protection. S'il y a un truc que tu dois retenir de cette vidéo, c'est que le piège, c'est le changement de chaussure. Et donc notamment quand tu changes brutalement de drop. Plutôt dans un sens, on va le voir tout de suite. Tu cours depuis 3 ans en 10 ou 12 mm de drop. Tout va bien, tu es super content. Tout à coup, tu vois une super nouvelle chaussure qui a un drop de 4. Tu l'achètes. Parce qu'en fait, on te l'a vendu comme étant plus naturel, plus proche du sol. Ok. Et lundi matin, tu fais ta sortie habituelle. Même distance, même rythme, même terrain. Et là, ton mollet il prend méga cher. Pourquoi? Bah tu l'auras compris. Tu viens de créer une contrainte à laquelle ton mollet et ton tendon d'Achille n'étaient pas habitués. Et ça, il faut le respecter. Ça peut marcher sur une fois, mais si tu reproduis ça, en général, ça peut finir en pathologie. Si tu passes d'un gros drop à un drop plus faible, tu dois laisser le temps à ton corps de s'y habituer. C'est ce qu'on appelle faire une transition, s'habituer progressivement à la nouvelle chaussure. Tu peux aussi, par exemple, alterner avec ton ancienne paire. Tu prends ta nouvelle paire un petit moment pour que tes tissus s'adaptent. Et si tu veux continuer une sortie plus longue, bah, tu remets tes anciennes paires. Et ainsi de suite, passer plus de temps avec la nouvelle paire progressivement. Et c'est un problème majeur. Et c'est valable pour d'autres caractéristiques de chaussures. Là, on se focalise sur le drop. Mais tu achètes une nouvelle paire de chaussures, tu te blesses quelques semaines après et tu vas dire que c'est les chaussures qui t'ont blessé. Ben oui, mais non. C'est juste que ton corps n'était pas capable de tolérer des contraintes différentes. C'est surtout ça. Et par-dessus tout, si tu augmentes ton dénivelé, tu augmentes ton volume, tu augmentes ton intensité, on ne saura plus vraiment ce qui a posé problème. Le drop, c'est donc une variable parmi plusieurs autres. Et c'est probablement le message que j'aimerais faire passer. Parce que oui, comme dit, ça, c'était par rapport au drop. On a parlé beaucoup du drop. Mais une chaussure, c'est pas juste un chiffre. Tu as la hauteur de la semelle, le type de mousse, le rocker, la géométrie, la largeur, le système de lassage, la flexibilité, le poids, et puis surtout un coureur dedans ces chaussures. Et chaque coureur est complètement différent. Donc en fait, deux chaussures qui ont exactement le même drop peuvent avoir des comportements biomécaniques complètement différents parce que tout plein d'autres données peuvent changer au sein de ces deux chaussures. Ce qui est important et ce qui décide de tout, c'est l'ensemble du système, coureur et matériel. Alors, vous me direz, 0, 4, 8, 12 mm? Est-ce que je recommande réellement du 0 mm? Ça dépend. Est-ce que je recommande du 12 mm? Bah, ça dépend aussi. Est-ce qu'un débutant doit avoir beaucoup de drop? Non, pas forcément. Est-ce qu'un élite doit avoir peu de drop? Pas forcément non plus. Est-ce que quelqu'un qui a mal au mollet, qui souffre du tendon d'Achille, peut avoir un intérêt à augmenter son drop? Oui, bien évidemment. Mais est-ce que ça veut dire qu'il doit rester toute sa vie avec ce drop plus élevé? Bien sûr que non. Ce fameux drop peut être utilisé comme une stratégie de gestion de la charge, temporairement, mais il peut aussi être adapté à quelqu'un toute sa vie. C'est propre à chacun. Donc n'oublie pas, la prochaine fois qu'on te dit t'es débutant, il te faut un maximum de drop, 10, 12, regarde ces 4 paires de chaussures, pose-lui simplement une question. Pourquoi? Tu verras bien ce qu'il te répond. S'il te répond, bah t'es débutant, bah tu lui réponds, bah oui, bah en quoi j'ai besoin de plus de protection? Et tu lui fais remarquer que sa réponse, elle est basée sur rien et qu'il n'y a aucune explication biomécanique derrière. Parce qu'au final, le message de ce vendeur, ça doit être, quelle que soit la chaussure, de toute façon, si tu débutes, tu dois y aller progressivement. Donc habitue tes tissus et tes structures du corps à tolérer
progressivement les contraintes. Et ça, tu t'en fous. Tu peux choisir du gros drop, du faible drop. Regarde peut-être où tu as plus d'intérêt, regarde tes antécédents, essaye, mais ne te focalise pas là-dessus. Sache que si tu prends du gros drop, ton tendon d'Achille va moins travailler, et le jour où tu passeras sur du plus petit drop, ça va être plus compliqué si tu ne fais pas de transition. Et si tu prends du faible drop d'entrée, de toute manière, tu vas habituer tes tissus progressivement. Tu ne vas pas aller claquer des 10-15 km d'emblée. Donc progresse tranquillement, quel que soit ce drop, quelles que soient les chaussures. Et là, tu éviteras probablement de te blesser. Merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout, merci à toi d'être là, de partager tout ça. Je te souhaite tout le bonheur pour la suite. Continue de courir pour ta santé, sans te blesser et avec plaisir. Ciao!